La parole pour les explications de vote est à Monsieur Aurélien Lecoq pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, en ce jour singulier, les élus du peuple ont l'occasion de réparer le vol électoral commis par la Macronie et ses complices du Rassemblement national il y a de cela 2 mois. Oui, si l'ordre démocratique des choses avait été respecté, jamais le budget de guerre sociale que nous avons découvert il y a un peu plus d'1 mois n'aurait dû nous être présenté. Jamais, Monsieur le Ministre, vous n'auriez dû être assis aujourd'hui au banc en face de moi. Vous avez volé les élections. Pourquoi? Par soif du pouvoir? Par mégalomanie présidentielle? Non. Pour empêcher le nouveau Front populaire, arrivé en tête des élections, de rétablir dans ce pays la justice sociale et fiscale. C'est-à-dire pour protéger la petite poignée d'ultra-riches que vous avez gavés cette année durant et leur permettre de continuer à exploiter la grande masse des Français qui continuent à se battre pour leur survie dans la pauvreté. Vous aviez si bien commencé, vidant les caisses de l'État par dizaines de milliards au profit des ultra-riches et des multinationales, à tel point que 500 familles ont doublé leur patrimoine pour atteindre 1 228 milliards d'euros. Et vous vous apprêtiez à saigner par ce budget les classes populaires, dans ce qui pourrait être la plus grande boucherie sociale de notre siècle. Alors qu'aux prémices de l'hiver 2024, les Français ont froid et faim, vous vouliez une fois de plus leur faire cracher du sang. Pour compenser les cadeaux aux plus riches, 60 milliards d'efforts budgétaires, en augmentant les taxes sur l'électricité, alors qu'un Français sur 2 n'arrive pas à payer ses factures, en faisant les poches aux retraités, alors que 2 millions d'entre eux sont pauvres, en faisant payer les gens qui ont besoin de se faire soigner, alors que les étudiants renoncent déjà aux soins. Mais l'examen de ce budget a permis le retour fracassant de la vérité. La Macronie est morte. La Macronie est morte. Vous avez perdu. Et ce ne sont pas les travées vides de vos groupes parlementaires, abandonnant leurs ministres illégitimes au milieu de la bataille qui aurait pu la faire revivre. Un septennat de Macron, c'est bien assez, c'est terminé. Comme vous avez perdu les élections, vous avez perdu la bataille budgétaire. Oui, le nouveau Front populaire a fait l'éclatante démonstration qu'un autre budget est possible. Oui, les retraités peuvent avoir de quoi se chauffer. Oui, les étudiants peuvent avoir de quoi manger. Oui, les Français peuvent avoir de quoi se soigner. Oui, nous pouvons mettre de l'argent dans nos hôpitaux, nos écoles, nos universités. Mais pour cela, il est temps de partager. L'Assemblée nationale a voté. Voté, Monsieur le Ministre, pas volé, voté. L'Assemblée nationale a voté, amendement après amendement, 75 milliards de recettes nouvelles proposées par le nouveau Front populaire et la France insoumise, pour un excédent positif de 58 milliards d'euros. Et même avec vos chiffres minorés, c'est une immense victoire. Vous vouliez rétablir le déficit sous les 3%, vous n'avez plus qu'à adopter le budget du NFP. Vous nous accusez de faire payer les Français, vous mentez. Nous redistribuons l'argent qu'une petite poignée d'exploiteurs se sont accaparés sur le dos de celles et ceux qui l'ont produit. 13 milliards en taxant le patrimoine de ceux qui possèdent plus d'1 milliard. 15 milliards sur les super-profits, 26 milliards sur les grandes entreprises qui tentent de fuir l'impôt hors de France. 6 milliards sur les dividendes et les actionnaires profiteurs de crise. 1 milliard sur les rachats d'actions, 3 milliards sur les transactions financières, etc., etc. Ce budget est le budget du nouveau Front populaire. Il est le budget que le peuple français a choisi le 7 juillet dernier. Une fois de plus, c'est le Rassemblement national qui s'apprête à faire ce qu'il sait faire de mieux. Sauver Emmanuel Macron et les plus riches, comme vous l'aviez fait en refusant de voter la censure, comme vous l'aviez fait en vous opposant à la destitution. Une fois de plus, assumez ce que vous êtes, les larbins de la Macronie et des ultra-riches. Honte à vous.
Chers collègues, il est temps aujourd'hui, enfin, de se soumettre à la volonté populaire, de soumettre Macron et son gouvernement d'imposteurs. Celles et ceux qui décideraient aujourd'hui de rejeter ce budget deviendraient, s'ils ne le sont déjà, les complices d'un vol démocratique en bande organisée. Nous voterons ce budget du nouveau Front populaire, mais nous prévenons, la bataille n'est pas terminée. Ce texte reviendra à l'Assemblée. L'heure est venue, collègues macronistes, pour vous aussi de vous soumettre. Je vous remercie, monsieur le député. Je rappelle que le temps de parole est de 5 minutes, mes chers collègues. La parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, en prenant ici devant vous la parole au nom des socialistes, j'ai en mémoire la phrase de ce grand député socialiste Jean Jaurès. C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa rivière. Dans les circonstances terribles que connaît aujourd'hui notre pays, après l'effondrement politique que nous avons vécu le 7 juillet dernier, les socialistes ont eu à cœur, durant cette discussion, de faire preuve d'un esprit de responsabilité et de faire valoir jusqu'au bout les droits du Parlement, la discussion et les compromis afin de donner à la France un budget. Oui, mes chers collègues, la France a besoin d'un budget. Et quel serait finalement le message que nous enverrions au monde si la France, après l'humiliation que nous avons vécue sur les 50 milliards de trous budgétaires que nous connaissons, venait à ne pas avoir de budget au 31 décembre prochain? Fort de ces convictions, nous avons œuvré et discuté dans l'ensemble des instances qui nous sont permises, commission comme hémicycle. Et dans ces instances, il ne s'est trouvé aucune autre majorité que celle qui dit avec force sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle, une autre majorité qui nous dise autre chose qu'il faut, oui, répartir mieux l'effort en faveur de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Et c'est ainsi que les socialistes ont contribué de manière décisive à détaxer ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, détaxer les classes populaires et les classes moyennes et mieux répartir l'effort envers ceux qui sont les plus riches, envers les grandes entreprises, envers le monde financier, les marchés de l'énergie, envers ceux qui finalement ont les moyens de contribuer à ce redressement des finances publiques. J'ai la fierté, mes chers collègues, de voir que 82 amendements socialistes ont été adoptés. Nous sommes le groupe qui a fait le plus adopter d'amendements sur ce projet de loi de finances. Quelle est la philosophie de ce que nous avons adopté? D'abord redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et c'est ce que nous avons fait en notamment défiscalisant la pension alimentaire pour les familles monoparentales et le parent qui la reçoit, en créant avec Guillaume Garot et Dominique Potier un congé pour les exploitants agricoles afin que ces derniers puissent bénéficier d'un répit, en travaillant également, grâce à Iñaki Eschanitz, à la détaxation des indemnités que perçoivent les agriculteurs après avoir dû faire l'abattage de leur élevage pour des raisons sanitaires. Tant d'autres mesures que nous avons mises en place avec Christine Pires-Beaune, le crédit d'impôt pour les résidents en EHPAD afin que tout le monde puisse payer les frais d'EHPAD qui augmentent d'année en année. Le travail également sur le logement mené par Peyo Dufaux et Iñaki Eschanitz qui permettra à davantage de Français de pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro pour pouvoir se loger. Car oui, nous croyons à l'accession à la propriété et face aux difficultés de logement que nous connaissons aujourd'hui, il faut relancer la construction. Et face donc à ces baisses de recettes que nous avons créées pour protéger les Français face à l'inflation et aux difficultés économiques, nous avons dans le même temps trouvé des recettes nouvelles. Aucune des recettes que nous proposons ne touche ceux qui travaillent, mais elles touchent une infime minorité de contribuables qui peuvent se le permettre. Nous avons ainsi encadré pour la première fois en France la niche tonnage dont bénéficie CMA-CGM. Comment expliquer en effet qu'un grand groupe comme CMA-CGM ne paie que 2% d'impôt sur les sociétés quand une boulangerie en paye 25%. Nous avons aussi travaillé, grâce à Christine Pires-Beaune, à l'adoption de mesures ambitieuses pour lutter contre la fraude. Des mesures qui étaient dans tous les rapports durant des années et qui n'avaient jamais été mises en place et qui ne coûteront pas un point de croissance au pays, qui n'enlèveront pas un point de compétitivité à la France. Avec Boris Vallaud, nous avons également fait adopter un amendement visant à taxer les superdividendes, les rachats d'actions. Et avec
et avec Olivier Faure également œuvrer pour davantage de justice fiscale en augmentant le taux de la taxe sur les transactions financières. Mes chers collègues, évidemment, ce budget est insatisfaisant par beaucoup d'aspects. Le gouvernement a décidé d'organiser la discussion budgétaire de sorte qu'il y ait à chaque vote une pièce envoyée en l'air qui tombe côté pile ou côté face, selon les présences des uns et des autres, et surtout les absences du socle commun, auquel il manque deux choses. Il manque, en tant que socle commun, il aurait fallu qu'il y ait un socle et qu'il fût commun. En tout cas, nous voilà face à un budget qui ne comprend pas la contribution à l'Union européenne. Nous le regrettons. Et nous avons demandé des secondes délibérations qui ont malheureusement été refusées par ce bloc dit central et qui nous auraient permis de voter un budget comprenant cette contribution essentielle à l'Union européenne. Nous voulons redire ici à quel point cela est important pour nous. Les socialistes ont le goût de la vérité. Le goût de la vérité n'empêche pas de prendre parti. Nous voterons donc pour ce budget. Merci, Monsieur Brun. Merci. La parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe de la droite républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ainsi s'achèvent nos débats sur la partie recettes du projet de loi de finances pour 2025, après de nombreuses heures de discussion et plus de 2500 amendements examinés. Monsieur le Ministre, je veux d'abord saluer la manière et le ton qui ont été les vôtres durant cet examen. Le cadre budgétaire qui nous a été présenté était extrêmement contraint, en ce qu'il devait remplir l'objectif impérieux de redressement de nos comptes publics sans obérer la compétitivité de nos entreprises et le niveau de vie des Français. Je souhaite tout d'abord saluer le changement de paradigme opéré par le Premier ministre avec ce texte ambitieux, dans une démarche volontariste de redresser notre trajectoire budgétaire, avec notamment la majorité des économies réalisées sur les dépenses de l'État. Un effort additionnel de 5 milliards d'euros de réduction des dépenses a également été introduit par amendement du gouvernement, s'inscrivant dans la ligne défendue par la droite républicaine depuis le début de nos débats. Ceci dans l'objectif et l'optique de contenir le déficit public à 5% du PIB en 2025. Le gouvernement de Michel Barnier s'emploie aujourd'hui à redonner du crédit sur les capacités de la France à soutenir sa dette durablement et à restaurer la confiance vis-à-vis de nos partenaires européens. Nous le soutenons et nous l'accompagnons et l'accompagnerons dans cette direction. Je nous mets tout de même en garde de ne pas se laisser aller à la facilité, qui consisterait à préférer de façon systématique une augmentation des impôts plutôt qu'une diminution significative de la dépense publique. L'État doit plus que jamais donner l'exemple et nous l'invitons à prendre des mesures rapides pour rationaliser son fonctionnement, ce à quoi nous resterons vigilants. Certes, la situation inédite de ce déficit abyssal en 2024 peut nécessiter de recourir dans l'urgence à de nouvelles recettes, mais cela doit s'engager de manière extrêmement précautionneuse et temporaire, au risque de porter un coup préjudiciable à l'activité économique. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons avec la plus grande vigueur à la fois l'irresponsabilité budgétaire et le matraquage fiscal auquel se sont prêtés main dans la main le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Nous avons assisté, mes chers collègues, à un déluge de taxes et à des montagnes de nouvelles dépenses. Après 9 jours d'examen, le moins que l'on puisse dire est que l'addition est salée. Plus de 35 milliards d'euros d'impôts supplémentaires selon les estimations du gouvernement et près de 60 milliards d'après les calculs du président de la Commission des finances. Comme si la pression fiscale n'était pas déjà assez forte dans notre pays, qui détient le record mondial des prélèvements obligatoires. Le Rassemblement national et le nouveau Front populaire ont fait adopter ensemble, tout au long des débats, un alourdissement sans précédent de la fiscalité sur les ménages et les entreprises. C'est ainsi que vous avez rendu permanente la contribution sur les hauts revenus, remis en cause le pacte Dutreil pour nos entreprises familiales, instauré des taxes sur les dividendes ou encore acté le principe d'un impôt universel. Et lorsque votre courage politique faisait défaut, eh bien, c'est grâce à l'abstention de l'un ou de l'autre camp qu'ont été votées une taxe sur les soi-disant superprofits ou encore une augmentation de 10 points de l'impôt minimal sur les entreprises multinationales. Je voulais d'ailleurs souligner 2 points particuliers. D'un côté,
l'irresponsabilité du nouveau Front populaire, car pendant qu'en séance, vous créiez de nouveaux impôts, en même temps, en commission des finances, vous œuvriez, engageant des nouvelles dépenses pour quasiment 60 milliards d'euros. Quelquefois d'ailleurs des dépenses démesurées au regard des enjeux. Et de l'autre côté, je veux souligner les incohérences du Rassemblement national, qui, au travers d'amendements, propose des réductions de crédits pour les opérateurs, mais en même temps vote contre les amendements du gouvernement, qui justement baissent les crédits budgétaires pour les opérateurs. Mes chers collègues, c'est notre souveraineté que vous mettez en péril par votre inconséquence. À l'heure où nous parlons, nous n'avons même plus de contribution à l'Union européenne. Comment prétendre œuvrer au redressement de la France et à sa compétitivité en proposant une telle offre politique? Ce n'est pas en opérant un repli sur elle-même que la France renouera avec la prospérité. L'actualité politique outre-Atlantique nous invite bien au contraire à davantage de discernement. Ainsi, la version du texte issue de nos débats est totalement dénaturée et ne correspond en rien à la proposition initiale souhaitée par Michel Barnier et portée par le gouvernement. Il ressort donc de tout ce qui précède que les députés de la droite républicaine voteront contre et en responsabilité la première partie du projet de loi de finances pour 2025. Je vous remercie. Merci Madame Louwagie. La parole est à Madame Eva Sas pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Le budget est le reflet des priorités politiques d'un gouvernement. Le budget que vous nous avez soumis, Monsieur le Ministre, reposait sur deux piliers, les coupes dans les dépenses plutôt que l'augmentation des recettes et la contrainte pour le plus grand nombre plutôt que la mise à contribution des plus riches et des grandes entreprises. L'effort demandé aux multinationales et aux grandes fortunes n'était en effet que cosmétique et surtout temporaire, alors même que l'école publique, l'assurance maladie, la transition écologique et les collectivités locales payaient le plus lourd tribut au redressement des comptes publics. Un budget antisocial donc et une méthode au final aussi autoritaire que les précédents gouvernements. Car s'il est vrai que le Premier ministre a choisi une option moins abrupte, elle n'est en réalité pas plus démocratique. Pour éviter l'accusation de passage en force, il utilise la méthode cynique de l'édredon pour étouffer petit à petit les parlementaires, laissant le débat s'enliser sans se soucier du rejet du parlementarisme que ce spectacle pouvait provoquer. Et n'offrant au final aucune ouverture, aucun compromis, aucune co-construction avec la majorité de cette Assemblée, pourtant bien plus représentative que ce gouvernement minoritaire qui n'a ni socle ni légitimité. Nous aurons néanmoins su démontrer, au travers de ces débats et des nombreuses mesures du nouveau Front populaire adoptées dans ce budget, qu'une alternative à votre politique antisociale est possible, Monsieur le Ministre. Oui, nous pouvons mettre à contribution les plus riches et les grandes entreprises à hauteur de leurs capacités et réduire le déficit sans nous attaquer aux plus précaires. Oui, nous pouvons élargir la taxe sur les transactions financières, rétablir l'exit tax, encadrer la niche fiscale de la taxe au tonnage, pérenniser la contribution sur les hauts revenus et ainsi financer notre modèle social et le rétablissement de nos services publics. Vous permettrez néanmoins au groupe écologiste et social d'exprimer deux inquiétudes majeures. Durant les débats, on aura assisté à une alliance réactionnaire contre l'écologie entre le bloc central et le Rassemblement national. L'un pour défendre les intérêts économiques en place et l'autre par populisme. Ainsi, en dehors de la taxe sur les billets d'avion, aucune mesure de fiscalité écologique n'aura été adoptée, que ce soit pour mettre à contribution les groupes pétroliers, mettre en place un ISF climatique, étendre la taxe sur les billets d'avion aux jets privés ou augmenter le financement des transports en commun. Même l'accroissement du malus sur les SUV aura été supprimé dans l'examen de ce budget. C'est bien la transition et l'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique qui sont mises en danger par cette alliance mortifère, au moment même où les inondations ravagent l'Espagne et où l'élection de Donald Trump fait craindre le pire en matière de diplomatie
climatique. Deuxième point d'inquiétude majeur, la suppression de la contribution à l'Union européenne lors du débat budgétaire. Après la tentative du Rassemblement national de baisser cette contribution de 5 milliards d'euros, une baisse bien évidemment contraire à nos engagements européens. Un responsable à ce fiasco, l'absence du bloc central en séance, lui qui affirme pourtant, chaque fois que les micros sont tendus, agir en européen. Pire encore, ni le bloc central ni le gouvernement n'ont soutenu une deuxième délibération sur cette mesure dont la suppression donne pourtant un signal négatif à l'international. Malgré ces deux zones d'ombre au tableau, il nous paraît souhaitable que le débat au Sénat reparte de cette copie budgétaire, fût-elle bien imparfaite, notamment au regard du droit européen. Elle permet d'augmenter les recettes publiques, 34 milliards au dire même du gouvernement, dans la justice fiscale, et donc d'accroître les marges de manœuvre de l'État et des collectivités locales pour protéger nos services publics, notre modèle social et le financement de la transition écologique. Le groupe écologiste et social votera donc pour l'adoption de cette première partie du projet de loi de finances et appelle le gouvernement à prendre en compte les avancées parlementaires obtenues lors des débats. Nous exhortons également chacun ici à ne pas continuer à subir les 49.3 ou les 47.1 du gouvernement sans réagir. C'est la démocratie qui est en jeu. Il est temps de tourner la page d'une période politique que beaucoup de nos concitoyens perçoivent comme confuse et qui alimente l'antiparlementarisme et la défiance vis-à-vis des responsables politiques. Nous semblons vivre ici les soubresauts d'une 5e République moribonde. Pour sortir de l'impasse et éviter la tentation autoritaire, c'est le moment d'opter clairement, comme toutes les autres démocraties européennes, pour un régime parlementaire et la culture de coalition qui l'accompagne. Madame Sass. La parole est à Monsieur Jean-Paul Mattei pour le groupe Les Démocrates. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général du budget, après 3 semaines de discussion budgétaire, voici venu le moment du vote sur cette première partie du projet de loi de finances pour 2025. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble de nos collègues pour les discussions de qualité. Il n'y a pas d'accord, mais on a bien discuté, que nous avons eu au cours de ce débat budgétaire. Je voudrais remercier le président Coquerel qui, en dépit de très fortes convictions qu'il n'hésite pas à défendre, a su diriger nos débats avec le respect de nos différences. Merci aussi à notre rapporteur général, Charles de Courson, qui a pris le temps pour expliquer avec maestria ses avis sur quasiment chacun des amendements, moment parfois technique, mais que j'ai à titre personnel apprécié. De la même manière, merci à notre ministre Laurent Saint-Martin, qui a su répondre à tout le monde avec patience, dans le respect des positions, y compris celles qui divergeaient le plus de celles du gouvernement. Enfin, je voudrais avoir un mot pour l'ensemble des personnes ayant travaillé sur ce PLF, l'ensemble des fonctionnaires de notre Assemblée, mais aussi les cabinets ministériels et les services de Bercy, qui ont été très actifs dans ce domaine et ont répondu à certaines de nos interrogations. Le groupe Les Démocrates a abordé ce budget avec 3 priorités. La responsabilité budgétaire, la justice fiscale et le développement économique alignés sur nos réalisations depuis 7 ans, en tenant compte de la nécessaire adaptation au changement climatique. C'est ce qui nous conduisait à être favorables au projet déposé par le gouvernement, projet que nous avons souhaité amender pour qu'il corresponde plus encore à ce que nous défendons. Toutefois, force est de constater que le texte qui est soumis à notre vote s'est très fortement éloigné de ce texte initial. Pire encore, comme nous avons tous pu le voir lors de l'examen de l'article d'équilibre dans la nuit de vendredi à samedi, ce texte n'est plus assis sur la réalité. Il se résume à une série d'amendements de la hausse et de baisse d'impôts sans vision d'ensemble. Je voudrais d'ailleurs ici souligner que la baisse du déficit de 2,9% du PIB, dont certains ici se gargarisent, n'est que faciale. Près de la moitié de la baisse du déficit s'explique par le rejet du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, après l'adoption d'un amendement du Rassemblement national
qu'il baissait fortement, nous plaçant dans une situation de Frexit de fait, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, députés, les démocrates, qui avons depuis le départ placé au cœur de notre engagement politique la construction européenne, nous ne pouvons pas l'accepter. Plus de la moitié de la baisse restante est soit euro-incompatible, soit anticonstitutionnelle, soit inopérante du fait des rédactions adoptées, comme l'impose Huckman, par exemple. D'ailleurs, je voudrais ici interroger tous mes collègues du NFP. Si vous aviez remporté ces élections, auriez-vous déposé et adopté de tels amendements? C'est peu probable. Nous voterons donc contre cette première partie. Si ce texte, en l'état, devait être repoussé comme nous le souhaitons, ça ne serait pas pour autant la fin de son chemin législatif. Nous le transmettrons dans sa version initiale plus équilibrée au Sénat avant que nous nous ressaisissions dans quelques semaines pour aboutir, je l'espère, à un meilleur texte. Nous continuerons au groupe Les Démocrates, avec nos partenaires au Sénat, à défendre nos positions, comme nous avons su le faire ici à l'Assemblée. Ce sera le cas en matière de justice fiscale, en défendant la pérennisation de la contribution différentielle sur le haut revenu, tant que la situation budgétaire exigera cet effort de solidarité. Et en s'assurant, à contrario, que la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises sera temporaire pour ne pas mettre à mal leur compétitivité. Ce sera aussi le cas en matière de responsabilité budgétaire, notamment dans le refus du concours de la mesure la plus éloignée possible de notre cadre constitutionnel ou de notre engagement européen. Ce sera enfin le cas dans notre objectif d'accompagner le plus possible une croissance économique qui bénéficie à tous dans le respect de notre trajectoire d'adaptation au changement climatique. C'est le sens d'un ensemble de mesures que nous avons portées pour préserver nos entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles, dans la création et la redistribution des richesses. Nous poursuivrons aussi notre combat pour une réforme systémique de la fiscalité du logement, dans un contexte de forte crise de ce secteur. Mais si nous avons réussi à convaincre le gouvernement sur les sujets de justice fiscale, je ne doute pas que nous y arriverons bientôt aussi sur ce sujet. Nous avions, lors de l'examen de ce texte, des positions de départ très différentes entre les différents groupes. Mais plus que ces positions de départ, c'est les attitudes jusqu'au-boutistes qui nous a empêchés d'atteindre un compromis. Oui, nous aimons bien aux démocrates le terme compromis. Nous le regrettons amèrement. Nous voterons donc contre ce budget. Je vous remercie, Monsieur Mattei. La parole est à Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Nous voilà réunis pour nous prononcer sur la partie recettes du projet de loi de finances pour 2025. Depuis maintenant près d'un mois, nous avons eu l'occasion de débattre de ce texte, d'étudier dans le détail les milliers d'amendements déposés en séance publique. L'heure du bilan de cet examen est donc venue. Sans surprise, comme lors de l'examen en commission, le texte initial et équilibré du gouvernement a été fortement dénaturé en séance. Dans ce texte final, plus de 35 milliards d'euros de taxes et impôts supplémentaires ont été adoptés. Ce budget est devenu irréaliste et irresponsable. Ce projet de loi de finances, tel qu'amendé en séance publique, s'éloigne dangereusement des principes de responsabilité et de cohérence budgétaire. Des principes que nous prônons au quotidien au groupe Horizon et Indépendants et que nous nous sommes évertués à respecter lors de nos débats. Vous en voulez une preuve? Ouvrez les réseaux sociaux et constatez vous-même les expressions de joie des députés de la France insoumise. Rien ne fait plus plaisir à un député LFI que d'augmenter de 35 milliards d'euros les impôts des Français. Taxation des multinationales, des grandes entreprises, des entreprises pétrolières et gazières, des concessionnaires autoroutiers, des sociétés de transport maritime, des dividendes, du numérique. C'est à se demander quel secteur d'activité échappe encore à cet enfer fiscal. Quels effets dévastateurs sur notre économie? Les grandes entreprises fuiraient car elles le peuvent, et alors ces mesures toucheront les salariés et les petits épargnants qui, eux, ne le peuvent pas fuir. Voilà la politique de la France insoumise. Quant au Rassemblement national et l'Europe, pourquoi retrouver vos vieilles positions politiques, celles que vous prétendiez pourtant avoir abandonnées? En supprimant l'article 40 de ce texte, vous organisez purement et simplement le Frexit.
Alors oui, l'Europe est imparfaite. Elle semble parfois trop éloignée, trop technique. Mais allez dire à nos agriculteurs que vous voulez leur enlever les 9 milliards d'euros de la PAC dont ils bénéficient. Allez dire à nos PME, à nos ETI, à nos grandes entreprises qu'elles ne pourront plus accéder au marché européen aussi facilement alors que notre pays exporte. Allez dire aux salariés qu'ils perdront leur emploi car ils subiront directement la compétition avec la Chine et les États-Unis. Qui peut encore croire qu'en restant entre nous, sans l'Europe, nous pourrons rivaliser dans la compétition économique mondiale? Toutes ces mesures déraisonnables composent aujourd'hui ce projet de loi de finances, des hausses massives d'impôts et la sortie de la France de l'Union européenne. Voilà la triste image que renvoie notre Assemblée sur ce budget, celle de l'irresponsabilité. Pourtant, une autre voie était possible, celle d'un budget crédible et responsable qui ne sacrifie ni le développement économique ni la justice sociale. Un budget de sérieux budgétaire, car c'est la condition de notre souveraineté. Alors certes, avec le peu de temps qu'a eu notre gouvernement, le PLF initial était perfectible. Mais il y avait matière à proposer un projet sérieux et crédible pour notre pays. C'est ce que nous avons souhaité faire avec les groupes du socle majoritaire et avec mes collègues du groupe Horizon et Indépendants. En proposant des mesures ciblées pour soutenir le pouvoir d'achat de la France qui travaille. En proposant des mesures pour mobiliser en priorité de l'argent privé en faveur de la relance du secteur du logement. En proposant des mesures d'économie par la réduction de niches fiscales et en proposant enfin des solutions alternatives à celles du gouvernement concernant la contribution de nos collectivités locales, en préservant le FCTVA des investissements en matière de sécurité et de transition énergétique et surtout en soutenant de manière claire les collectivités bonnes gestionnaires qui ont fait des efforts manifestes de réduction de leurs dépenses de fonctionnement. Mes chers collègues, je n'ai pas été élue par les habitants de ma circonscription pour augmenter leurs impôts de 35 milliards d'euros. Et c'est, j'en suis persuadée, le cas de chacun de mes collègues du socle commun et du groupe Horizon et Indépendants. Le groupe Horizon Indépendant ne peut accepter un texte qui abandonne toute logique de responsabilité financière et ignore les répercussions réelles sur l'économie française. En pleine responsabilité, nous voterons donc contre la première partie du projet de loi de finances pour 2025. Je vous remercie. Merci Madame Gérard. La parole est à Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, le groupe LIOT votera très majoritairement contre la première partie du projet de loi de finances pour 3 raisons. La première raison, c'est la suppression du prélèvement au profit de l'Union européenne. Le projet de loi de finances pour 2025 prévoyait un prélèvement sur recettes à destination de l'Union européenne à hauteur de 23,3 milliards. Cet article a été supprimé en séance. Mes chers collègues, voulez-vous le Frexit ? N'oublions pas que l'Europe a permis depuis 75 ans d'assurer la paix et la prospérité entre les États membres. L'environnement géopolitique actuel nécessite plus d'Europe afin de protéger nos concitoyens, notre économie et notre modèle culturel. Pour notre part, le groupe LIOT croit profondément au projet européen. Rejeter la contribution à l'Europe serait un trompe-l'œil. Cela ne nous exonérera pas d'assurer à l'Europe un budget en équilibre. Voter la partie recettes du budget sans prélèvement européen enverrait un signal très négatif à nos partenaires européens. Cela n'est pas acceptable. Deuxième raison, les amendements adoptés en séance dans cette première partie accentuent gravement la dérive des comptes publics. Les amendements votés ces 3 dernières semaines entraînent apparemment une hausse nette d'impôts de près de 64,8 milliards. Nombre d'amendements adoptés à hauteur de 50 milliards ne respectent ni notre droit constitutionnel, ni le droit européen, voire sont inapplicables. Ainsi, si l'on tient compte de la suppression du PSE-UE de 23,3 milliards, ce n'est pas 65 milliards de recettes de plus, mais une perte sèche de recettes fiscales de plus de 6 milliards d'euros que l'on constate. Enfin, à ce chiffre s'ajoute le coût des amendements adoptés en commission des finances sur la partie dépenses et dont le montant représente environ 57 milliards.
À l'heure actuelle, notre discussion conduit donc à dégrader les comptes publics de 63 milliards et nous éloigne de plus en plus du respect de nos engagements budgétaires. Donc voter la partie recettes du budget dans ces conditions, en tant que rapporteur général, je ne peux m'y résoudre. Et je crois que ce chaos n'entraîne un rejet par nos concitoyens de notre système parlementaire, tout simplement. Troisième raison de ce rejet. Nous avons déjà rejeté dans la nuit de vendredi à samedi l'article d'équilibre. Il serait donc incohérent de voter la partie recettes après avoir voté contre cette première partie en commission, puis contre l'article d'équilibre samedi matin, d'autant plus que cela entraîne un risque d'inconstitutionnalité. L'adoption de l'article d'équilibre est en effet un prérequis pour examiner la partie dépenses sous peine d'une censure par le Conseil constitutionnel. Dès lors, nous devons rejeter l'ensemble de la première partie. Cela signifie, hélas, que notre Assemblée ne pourra pas discuter de la seconde partie en séance et que c'est la version initiale du gouvernement qui sera transmise au Sénat, complétée éventuellement par des amendements que le gouvernement aura bien voulu retenir. Certes, plusieurs modifications étaient louables, notamment les dispositions pour les agriculteurs, ou le logement, ou les Outre-mer et la Corse, qui, nous l'espérons, seront conservés par le gouvernement, puis au Sénat. Mais d'un autre côté, l'effort demandé aux collectivités territoriales était disproportionné et ne répondait pas davantage aux difficultés financières structurelles des départements. Pour toutes ces raisons, la grande majorité du groupe LIOT votera contre la première partie de ce projet de loi de finances. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Nicolas Sansu pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, les 9 juin et 7 juillet derniers, les Français ont affiché clairement leur défiance à l'égard de choix politiques en cours depuis 2017. Ils l'ont fait car il n'est plus tenable qu'une extrême minorité voit son patrimoine gonfler tant et plus, pendant que trop de nos concitoyens peinent à remplir le frigo, à payer leur chauffage et à penser l'avenir sereinement. Dans ce cadre, notre seule boussole, c'est de préserver et développer nos choix communs, ce qui fait que la France peut faire vivre sa devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité par notre sécurité sociale, par des services publics nationaux et locaux confortés, par des investissements publics qui répondent à l'urgence sociale et climatique, comme le porte le nouveau Front populaire. Le budget aurait dû être la première étape de ce véritable changement de cap, exigé par les Français, parce que notre pays est riche, immensément riche, et que l'on se permet de promettre du sang et des larmes pour presque tous, afin qu'une petite caste continue de faire bombance. Quelle réponse apporter aux 2380 licenciés d'Auchan, alors que M. Muliez a vu sa fortune bondir de 40% en 2 ans et qu'il s'adonne aux joies de l'exil fiscal? Quelle réponse donner aux millions d'habitants de notre pays, sans médecin traitant, contraints de rester des heures aux urgences de nos hôpitaux? Quelle réponse apporter à l'exigence de transition écologique, alors que le dérèglement climatique provoque guerre, migration, catastrophes naturelles et humaines? Force est de constater que le nouveau gouvernement, constitué au mépris des résultats électoraux, est resté campé dans ses certitudes, tel le gardien du temple néolibéral, rôle qu'il ne peut désormais occuper qu'avec l'assentiment de l'extrême droite qui assure la présidence de son conseil de surveillance. Monsieur le ministre, revenir sur les réformes sur la fiscalité du capital est pourtant aujourd'hui une nécessité dans une société où le simple fait d'être bien né détermine de plus en plus la suite de sa vie. Le budget que vous nous avez présenté était aux antipodes de tout cela. Derrière les annonces de petites participations des plus riches, tous les Français paieront la taxe sur l'électricité. Tous les fonctionnaires verront leur pouvoir d'achat diminuer. La majorité des retraités seront ponctionnés. Vous êtes en fait de dangereux incorrigibles. Comme toujours, vous tentez d'opposer les classes moyennes aux smicards, les smicards aux allocataires du RSA, dans une grande diatribe contre les assistés, oubliant que les vrais assistés, ce sont ceux qui excellent dans l'évasion fiscale et profitent d'un capitalisme financier sans scrupules. Fort du mandat que nous ont donné les Français,
Nous avons démontré qu'une majorité existait pour construire un autre chemin, celui qui remet de la justice fiscale et assure donc le consentement à l'impôt, pilier de notre pacte social. Citons notamment ce que l'Assemblée nationale a voté légitimement et en majorité sur proposition des groupes du Nouveau Front populaire. Le vote de la contribution des 147 milliardaires à hauteur de 2% de leur patrimoine net, soit 13 à 14 milliards d'euros. Le retour de la CVAE, participant de manière juste à la vie locale pour les entreprises. La conditionnalité du crédit impôt recherche, aujourd'hui indispensable au moment où le scandale de Sanofi nous le rappelle. La mise en place de la taxation unitaire des multinationales pour lutter contre l'évitement fiscal. La mise en œuvre de dispositifs de justice à l'image de la baisse de la TVA sur les transports ferroviaires, sur le logement social et l'extension totale du prêt à taux zéro. Enfin, la protection des collectivités territoriales en revenant sur des ponctions qui auraient comme effet l'effondrement de l'investissement public. Je me félicite également des évolutions significatives obtenues en faveur des territoires dits d'outre-mer. La suppression de la TVA sur certains produits, l'exemption de la hausse de taxes sur les billets d'avion ou encore l'amendement de mon collègue Castor pour qu'enfin les Guyanais puissent disposer des terres cultivables nécessaires à leur souveraineté alimentaire. Je n'oublie pas la nécessité d'un autre financement de notre déficit public par la création, par exemple, d'un circuit du Trésor européen. L'examen de la seconde partie doit désormais être l'occasion de cette même ambition, quand le projet initial consiste à sabrer dans les services publics, l'école, la recherche, la politique de la ville, et j'en passe. La Macronie et la droite, qui se sont planqués durant les débats, ont annoncé leur volonté de voter contre aujourd'hui pour suspendre immédiatement l'examen du budget et laisser le champ libre au gouvernement pour dérouler son projet délétère. Ils seront en cela rejoints par l'extrême droite. Dans une grande alliance des droites, et les députés RN seront donc les supplétifs du gouvernement pour le plus grand bonheur du MEDEF et des ultra-riches. Chacun sait que c'est sur le vote de budget que l'on mesure l'appartenance ou non à une majorité. Clarté est faite. Monsieur le ministre, tout en saluant votre souci d'écoute, en saluant le président et le rapporteur général, démonstration a été faite sur cette première partie qu'un autre paradigme économique porté par le nouveau Front populaire était possible. En pleine responsabilité, notre groupe votera donc pour cette première partie de budget largement amendée et en phase avec les aspirations populaires. Je vous remercie, Monsieur Sansu. Et avant de poursuivre, je fais annoncer le scrutin public pour le vote solennel. Merci. La parole est à Monsieur le Président Éric Ciotti pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Sans suspense, notre groupe résolument votera contre ce budget. Ce budget, à l'aube de sa présentation par le Premier ministre, était socialiste. À son crépuscule, il est LFiste. Messieurs les ministres, vous avez une lourde responsabilité dans cette dérive. Vous avez commis une double erreur, je dirais une double faute originelle. Celle d'augmenter la fiscalité massivement, alors que notre pays détient déjà le triste record d'être le pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires sont les plus lourds. 48% de prélèvements obligatoires. Chaque année, la France gagne la Coupe du Monde des impôts et des charges. Malgré cette triste situation, vous avez choisi d'alourdir encore plus le fardeau fiscal. Et la deuxième faute que vous avez commise, c'est en même temps de continuer à augmenter les dépenses publiques. 2,1% du PIB d'augmentation des dépenses publiques. C'est dire que les dépenses publiques continueront, mes chers collègues, d'augmenter de quasiment 60 milliards d'euros pour ce budget 2025. C'est une double erreur, c'est une double faute. Cette double erreur, elle va d'abord frapper les entreprises. Vous avez ouvert la chasse aux entreprises et vous les soumettez aujourd'hui à un hallali fiscal. Oui, cet hallali fiscal, il va pénaliser l'emploi, il va pénaliser la compétitivité des entreprises, il va accélérer les défaillances
que malheureusement nous connaissons aujourd'hui et dont nous voyons l'ampleur s'accroître de jour en jour. Il y aura de la casse sociale, il y aura une augmentation du chômage. D'ailleurs, les conjoncturistes et notamment l'OFCE a évalué à 0,8% de PIB le coût des mesures que vous prenez. Oui, Monsieur le Premier ministre, Messieurs, Mesdames les ministres qui êtes ici pour le représenter, ce budget est un budget qui ne correspond en rien à l'intérêt du pays. C'est un budget de facilité qui reprend les vieilles mesures, qui a sorti de Bercy le musée des horreurs fiscales, sans courage, sans imagination. C'est tout l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu s'attaquer avec courage à la hausse inconsidérée et continue de la dépense publique. Il aurait fallu supprimer les agences de l'État qui ne servent qu'à produire des normes qui elles-mêmes empêchent la créativité des entreprises. C'est tout l'inverse que vous avez fait. Alors oui, nous le disons aujourd'hui avec force. Vous avez augmenté les impôts, mais vous refusez toute mesure de simplification et de réduction du périmètre de l'État. Vous augmentez les impôts, mais vous refusez toute privatisation d'entreprises détenues par l'État. Vous augmentez les impôts, mais vous refusez l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système de retraite qui est pourtant à bout de souffle pour alléger le poids du vieillissement de la population. Vous augmentez les impôts, mais vous refusez de supprimer les autorités, les agences, les opérateurs, tous plus inutiles les uns que les autres. De la société cotée à la plus petite PME et à nos ETI, on serre la vis pour amortir le choc, on réduit la voilure pour affronter la tempête d'impôts et de charges. Ce coup de massue fiscal est masochiste et inutile parce qu'il ne s'accompagne d'aucune baisse de la dépense. Au contraire, il s'accompagne même d'une hausse. Votre gouvernement demande des efforts records aux Français, mais refuse de les appliquer à lui-même. Alors oui, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce mauvais budget pour la France. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Mathias Renaud pour le groupe Rassemblement national. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, au commencement était la gestion catastrophique des finances publiques par Emmanuel Macron. Une gestion qui a ruiné le pays par une politique de chèques, une politique de quoi qu'il en coûte, une politique de gabegie et une politique de complaisance totale avec la bureaucratie française. Face à ce mur de la dette, qu'a fait Emmanuel Macron? Il a d'abord cherché à cacher la situation réelle des finances publiques à l'approche des élections européennes. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la commission d'enquête dédiée à cette question. Il a ensuite décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, plus vite qu'attendu, pour charger un nouveau gouvernement de purger la situation tout en se faisant très discret, une fois n'est pas coutume, pendant les discussions budgétaires. Emmanuel Macron a ruiné le pays, mais il délègue la purge à d'autres, en l'occurrence à Michel Barnier. Michel Barnier est un homme d'expérience dont l'attitude a pu susciter une certaine confiance dans l'opinion française. D'ailleurs, son premier message budgétaire était plutôt populaire. Nous allons baisser les dépenses publiques et nous n'allons pas augmenter les impôts. Sauf peut-être pour 0,5% des ménages et pour un tout petit nombre d'entreprises. Musique sympathique qui a rassuré les Français. Mais le problème, c'est que c'était un mensonge. Elle était peut-être là, la fameuse expérience politique, l'expérience politicienne même. Augmenter les impôts pour tous sans en avoir l'air.
Alors, quand le gouvernement a présenté ce budget devant cette Assemblée, l'évidence s'est imposée. Il n'était plus question de viser seulement les plus fortunés, mais les actifs, les retraités, les détenteurs de chaudières à gaz, les automobilistes, les consommateurs d'électricité, etc. Bref, tous les Français sont mis à contribution. Alors, comment le gouvernement a voulu se sortir de cette situation ? D'abord, en faisant une présentation mensongère de l'ensemble. Il a proclamé sur toutes les antennes que ce projet de budget prévoyait 2 tiers de baisse de dépenses et 1 tiers d'augmentation d'impôts. Mais le Haut Conseil des finances publiques a dit exactement l'inverse. C'est en fait 2 tiers de hausse d'impôts et 1 tiers de baisse de dépenses. Ce budget contient bien 30 milliards d'euros d'augmentation d'impôts. Un budget inacceptable pour le Rassemblement national, car nous avions posé une ligne rouge très claire dès le départ. Pas d'augmentation globale des impôts. On peut discuter d'une augmentation des impôts pour quelques-uns, mais à condition de les baisser pour les autres. Force est de constater que ce n'est pas le choix qui a été fait dans ce budget. Face à ce budget d'augmentation des impôts, nous avons constaté l'attitude des groupes gouvernementaux que je résume au mot d'ordre suivant : courage, fuyons. Nous l'avons dénoncé et nous le dénoncerons encore. Les groupes gouvernementaux à l'Assemblée nationale ont déserté le budget. Les députés macronistes et les députés amis de Laurent Wauquiez étaient absents, une absence très calculée. La raison première est simple. Ils n'ont pas voulu assumer les augmentations d'impôts devant leurs électeurs. Qu'il est facile de déserter l'Assemblée, de ne pas voir son nom associé aux augmentations d'impôts et de dire à ses électeurs que l'on est en désaccord avec le gouvernement, que pourtant l'on soutient officiellement. Facile et lâche. Il y avait aussi un deuxième objectif dans cette absence : saboter le budget. À cet effet, ils ont pu compter sur son allié du parti unique, le NFP. Il a sciemment laissé la gauche augmenter les taxes jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'étouffement fiscal. Facile de dire ensuite: vous voyez, nos augmentations d'impôts, ce n'est pas grand-chose, ça aurait pu être pire. Quant au bloc de gauche, eh bien, vous avez été là où l'on vous attendait. Vous avez proposé des augmentations d'impôts, des dizaines de milliards d'augmentations d'impôts, des impôts jusqu'à l'absurde, avec son lot de taxes zinzin, taxes sur les bouteilles en plastique, taxes sur les ascenseurs, taxes sur le carburant des pêcheurs, taxes sur l'eau touristique, taxes sur les assurances vie, taxes sur la consommation d'eau potable en entreprise. La copie initiale du gouvernement était déjà lourde en impôts, mais vous avez alourdi la barque jusqu'à l'absurde, de sorte que nous ne pouvons évidemment pas voter cette première partie du budget qui mènerait notre pays au chaos. Certes, nous avons obtenu quelques victoires symboliques, comme la suppression de l'augmentation de la taxe sur l'électricité ou sur la contribution de la France à l'Union européenne. Et c'est d'ailleurs nouveau. Par notre présence massive, constante dans l'hémicycle, nous arrivons à remporter des victoires politiques au sein de l'Assemblée sur nos propositions. Merci. Alors non, le Rassemblement national ne peut cautionner ni le budget initial du gouvernement, ni le budget absurde du NFP. Merci. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole est à monsieur David Amiel. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général du Budget, chers collègues. Avec ce vote sur la première partie, nous arrivons au terme d'un immense gâchis parlementaire. 80% des hausses d'impôts qui ont été votées dans cet hémicycle nécessiteraient de sortir de l'Union européenne, de violer des traités internationaux ou de mettre à bas notre ordre constitutionnel et juridique. Ces chiffres ont été établis par le rapporteur général du budget qui ne fait pas partie de notre majorité. En l'état, la France n'appartiendrait plus à l'Europe, ne disposerait plus des moyens d'éviter des coupures de courant électrique après 2026. C'est vous dire le degré d'absurde que l'on a atteint. Ne régulerait plus les prix de l'électricité, exposant les Français à la spéculation des marchés. Il faut se rendre compte, chers collègues, de ce que veut dire un tel texte pour notre Assemblée. Certains me répondent que le budget n'est pas fait pour s'appliquer.
qu'il s'agit d'envoyer, d'ailleurs le terme est souvent revenu dans la discussion, des signaux politiques. Mais c'est encore plus grave, parce que cela veut dire qu'on se moque des conséquences de ce qu'on vote ici. Ceux qui disent qu'ils veulent envoyer des signaux admettent qu'ils votent un budget pour rire, sans se soucier des conséquences concrètes pour les Français. Quand on se comporte ici, le seul signal politique qu'on envoie, c'est celui du cynisme et de l'irresponsabilité. Le résultat, mes chers collègues, ce n'est pas un projet économique alternatif qu'on a devant nous. C'est un barbouillis budgétaire qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucune cohérence interne, qui à 80% ne pourrait pas s'appliquer et qui est donc indigne du respect que l'on doit aux Français et à notre Assemblée. C'est pénible. Nous en sommes arrivés là parce qu'à plusieurs reprises, l'extrême droite et l'extrême gauche se sont donné la main pour voter des explosions fiscales dans tous les sens. En acceptant de mettre à terre notre économie, le pouvoir d'achat des Français et des travailleurs, la compétitivité de nos industries. Et il est ironique de voir ceux qui se réclament de la souveraineté sur les plateaux de télévision conspirer avec la France insoumise pour mettre à bas notre souveraineté économique dans cet hémicycle. Nous en sommes arrivés là aussi parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont donné la main pour s'opposer à l'Europe. Quand le Rassemblement national a proposé de réduire la contribution française au budget de l'Union européenne, il a bénéficié de la complicité de la France insoumise par son abstention. Nous en sommes arrivés là enfin, parce que l'esprit de compromis a déserté cet hémicycle. Contribution différentielle sur les hauts revenus, prélèvement sur les rentes du secteur maritime, taxe sur les rachats d'actions. Ce texte comportait beaucoup d'ouvertures en matière de justice fiscale. On aurait pu avoir des compromis supplémentaires. Et nous avons voté des amendements qui venaient notamment des bancs socialistes, je pense à notre collègue Pires Beaune, pour mieux lutter contre la fraude fiscale. Mais à chaque main tendue, on nous a répondu par de la surenchère avec un alignement systématique de la gauche républicaine sur le programme économique de la France insoumise. Ce gâchis parlementaire affaiblit notre pays à l'heure de la bataille économique mondiale. En Chine, les surcapacités industrielles s'apprêtent à se déverser sur notre continent. Aux États-Unis, Donald Trump prépare une nouvelle guerre commerciale. Partout en Europe, nos voisins se préparent. Au Royaume-Uni, les travaillistes britanniques viennent d'ailleurs de lancer un plan d'investissement massif pour soutenir leur économie. La France, elle, après des années de redressement de sa compétitivité, court le risque d'un désarmement industriel unilatéral. Vous connaissez l'opposition de notre groupe à l'augmentation des taxes sur l'électricité qui mettra par terre nos industries, nos entreprises et qui ruinera le pouvoir d'achat des travailleurs. Vous connaissez l'opposition de notre groupe aux hausses de charges, puisque la baisse du coût du travail depuis des années faisait l'objet d'un consensus transpartisan. Il avait été porté par la gauche, je vois le président François Hollande ici, il avait été porté par la droite, il avait été porté par le centre, et cette politique donnait des résultats. Alors nous aurions porté dans cette deuxième partie des amendements pour nos filières industrielles, pour les investissements dans la transition écologique, pour l'éducation et pour l'innovation. Contrairement aux autres années, nous ne pourrons pas les défendre. Mais chacun connaît l'engagement du groupe Ensemble pour la République pour défendre les réformes indispensables et s'opposer à la démocratie, à la démagogie budgétaire et fiscale. En refusant aujourd'hui le sérieux budgétaire, en refusant de compter ce que l'on vote, ce sont les plans sociaux que l'on devra compter en janvier et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette première partie. Mes chers collègues, il n'y a plus d'explication de vote. Chacun est à sa place. Je vais donc mettre aux voix par scrutin public la première partie du projet de loi de finances pour 2025. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Chut, s'il vous plaît, mes chers collègues, s'il vous plaît. Voici les résultats du scrutin. Votant 573, exprimé 554 et majorité 278, pour 192, contre 362. L'Assemblée nationale n'a donc pas adopté.
S'il vous plaît, mes chers collègues, je demande quelques minutes. S'il vous plaît, l'Assemblée n'ayant pas adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2025, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. Je vous demande encore un peu de concentration, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc je répète, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté et je donne la parole à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement prend évidemment acte du rejet de cette première partie, comme vous l'avez dit Madame la Présidente, par voie de conséquence de l'ensemble du texte. Non, avec une vraie forme de désolation, mais en notant la cohérence. La cohérence d'abord avec le vote de l'article d'équilibre, l'article 41, dans la nuit de vendredi à samedi, en cohérence surtout avec le fait qu'une majorité de députés refuse à la fois le matraquage fiscal et à la fois l'incapacité de la France à rester en cohérence avec ses engagements européens. Surtout, le gouvernement prend acte qu'une majorité de députés est responsable pour dire que vous ne pouvez pas légiférer contre le droit. Vous ne pouvez pas légiférer et adopter un certain nombre de mesures contraires à la fois à notre Constitution, à notre droit national et à notre droit communautaire. Ce que je voulais vous dire également, mesdames et messieurs les députés, nonobstant l'acte que je prends du rejet de ce texte, si vous me le permettez, de remercier néanmoins l'ensemble de la représentation nationale pour la qualité des débats dont vous avez fait preuve, à commencer par le président de la Commission et le rapporteur général de la Commission des Finances, en remerciant l'ensemble des présidents de séance, ainsi que les administrateurs qui ont fait un travail pendant un nombre de jours important. Et permettez-moi évidemment, au nom du gouvernement, de remercier le cabinet qui est le mien, ainsi que les administrations qui ont travaillé à la fois à la préparation et à l'exécution de ce texte. Enfin, Madame la Présidente, j'ai entendu à plusieurs reprises la volonté d'une culture de compromis, de coalition, qui ne s'est pas vue pendant l'examen de cette première partie. Et je voudrais dire que je le regrette au premier chef et que l'examen du texte au Sénat se verra alimenté par un certain nombre d'amendements du gouvernement qui seront issus d'adoption d'amendements ici à l'Assemblée nationale. Et qu'il est important que ces débats n'aient pas servi à rien, et je le dis là aussi à l'ensemble de la représentation nationale en ce sens. Ces amendements, en fonction de la volonté du Sénat, se retrouveront évidemment en discussion lors de la commission mixte paritaire. Enfin, Madame la Présidente, pour conclure, je voudrais simplement dire que j'ai confiance dans l'esprit de responsabilité collective du Parlement dans son ensemble pour trouver un budget à notre pays, un budget qui permette de redresser nos comptes publics, mais un budget qui ne matraque pas nos concitoyens et nos entreprises par l'impôt, et un budget tout simplement qui soit conforme au droit. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Prochaine séance demain à 14h, questions au gouvernement. La séance est levée.